Une cabine fermée, pour la première fois confortable pour une machine à vapeur. Des formes trapues et massives, caractéristiques des machines américaines. Un sifflet à la sonorité particulière. Et puis, il y a ces coups d'échappement. Tout ceci fait de la R, la belle américaine, une machine mythique. Revenons en arrière. 1944, le réseau français est à genoux. Il ne reste plus que 3000 locomotives à vapeur de disponibles. Dans ces conditions, comment reprendre rapidement le trafic? Il faut pour cela disposer de plus de 1300 locomotives nouvelles. Qui peut les fabriquer rapidement? Réponse, les États-Unis et le Canada. D'où cette commande unique dans l'histoire des chemins de fer de 1300 locomotives d'un même modèle. Des locomotives issues d'un modèle des années 20 aux États-Unis. Une machine simple, robuste, d'un faible coût d'entretien, disponible quasiment 24 heures sur 24. C'est ça, le miracle de la 141R. Et très rapidement, ces machines se sont adjugées près de 80% de l'ensemble du trafic de la SNCF. Des bonnes à tout faire, on les a trouvées aussi bien en tête des rapides, des express que des lourds trains de marchandises. Et puis, les R furent les dernières machines encore en pression à la SNCF en 1972. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, bien entendu, la 141R, la saga des R, depuis leur arrivée en France jusqu'à l'extinction des feux en 1972. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Le débarquement pacifique, c'est un jeu de mots. Autrement dit, comment sont arrivés par bateau les R dans les ports français. Deuxième bonus, comment ça marche? La grande révolution de la 141R, du point de vue des équipes de conduite, fut la banalisation. Nous allons y revenir. Troisième bonus, des idées d'avance. Force et vitesse. Autrement dit, la panoplie des machines de vitesse de la SNCF en 1951. Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier. Et oui, savez-vous, il y a ce que l'on appelle des pilotes d'essai pour locomotives à vapeur. Pilote d'essai en ligne, mais pilote d'essai au banc d'essai à Vitry. « 1944, les Alliés préparent le débarquement à grand renfort de bombardement. Premier visé, le réseau de chemin de fer. Une gare sur 2 est détruite. Sur 17 000 locomotives avant la guerre, à peine 3 000 sont disponibles. Mais la SNCF n'est pas découragée. Dès janvier 1944, c'est-à-dire 6 mois avant le débarquement, une mission française prend contact avec les États-Unis en vue de l'achat de locomotives à vapeur. Et le 16 septembre, la commande de 1340 Mikado, semblable à cette 141 construite pour le Green Bay and Western, est arrêtée. Des machines simples, robustes, à simple expansion, économiques à construire et à entretenir, aptes à un usage intensif et surtout devant être livrées entre 1945 et 1947. C'est ainsi qu'est née la 141R. Et seule l'industrie américaine et canadienne était capable de relever ce défi technologique. Pour preuve, 6 mois après le lancement des études, le 30 juillet 1945, la première locomotive sort des ateliers de Lima, dans l'Ohio. Sur la chaudière, un drapeau français et très discret, le panneau Libération. Ce jour-là, débutait la saga des R qui allait durer un quart de siècle. La suite, c'est un tour de force technique comme seuls savent le faire les Américains. Rationalisation, simplification de la construction, avec par exemple un châssis en acier moulé d'une seule pièce équipé des blocs cylindres. L'assemblage ne demande que 4 jours. Ici, on produit 100 locomotives par mois, alors qu'à la même époque, au Creusot, dans le même temps, on ne produisait que 8 141B. Restait le point délicat de l'opération 141R, l'acheminement des 1340 ensembles de 145 tonnes. Avec les pièces de rechange, c'est donc plus de 200 000 tonnes qui devaient traverser l'Atlantique en un temps record. Ce sont des navires norvégiens de la série Bell, comme le Belpama et le Belpareil, qui transportent à chaque voyage une vingtaine de locomotives. Et le 17 novembre 1945, la première 141R prend contact avec les rails français au port de Marseille. En plus de Marseille, Cherbourg, Saint-Nazaire et Le Havre vont accueillir les belles américaines qui, sitôt débarquées, effectuent leur premier tour de chauffe.
question de traîner, la SNCF manque cruellement de moyens de traction. Ce fut l'Est et le dépôt de Chaumont qui fut doté des premières aires pour acheminer les lourds trains de charbon et de minerais de fer. Ensuite, on les vit rouler sur le nord et le sud-est. En raison de leur coup de collier légendaire, de leur aptitude aux accélérations, les airs furent mises à toutes les sauces. Rien ne leur faisait peur, surtout pas les 2000 tonnes des trains de marchandises arrachés à coups d'échappement et parfois en double traction. Un spectacle inoubliable, et surtout ces coups d'échappement que l'on entendait à plusieurs kilomètres à la ronde et qui projetaient en l'air, à grande hauteur, un panache noir qui trahissait le côté glouton de la machine. Et puis il y avait ce sifflet made in USA qui faisait dire aux cheminots, sans lever la tête, que c'était bel et bien une aire. Leur aptitude aux vives accélérations les amène à tirer des express lourds de 750 tonnes à près de 100 km/h. Bref, les airs sont partout. Et durant 10 ans, de 1945 à 1955, elles assurent jusqu'à 80% du trafic. En un mot, les airs ont sauvé le chemin de fer français au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les équipes de conduite, les airs furent au départ déconcertantes. Pour la première fois, ils avaient en effet une machine simple à conduire, confortable, pas capricieuse, et surtout conçue pour être conduite en banalité, c'est-à-dire avec des équipes qui se relaient. Une révélation dans la tradition française qui voulait que des machines soient perfectionnées et conduites en finesse par des équipes titulaires et donc effectuant un kilométrage journalier limité. Oui, avec les airs, c'est une nouvelle manière de gérer le chemin de fer qui commence. Mais peu à peu, face à l'extension de l'électrification, les belles américaines voient leur domaine se restreindre. À noter que ces machines n'ont jamais fait l'objet de soins attentifs de la part des équipes de conduite. Elles étaient souvent sales, couvertes de suie, bref, des bêtes de somme. À partir des années 60, bon nombre de airs vont être remisés en attente de réparation. C'est déjà le début de la fin. En 1964, les airs doivent affronter une nouvelle concurrence, celle des diesels de ligne 67 et 68 000. Elles résisteront jusqu'en 1971. Et curieusement, les airs ont été les dernières vapeurs en service à la SNCF.
La dernière aire en service commercial a été la R420 entre Béningue et Sarreguemines le 29 mai 1974. Mais savourons ces derniers instants de la vapeur avec ces coups d'échappement qui ne résonneront plus dans nos campagnes. Ingratitude des hommes devant celles qui resteront à jamais les airs. Elles attendent, ici, immobiles leur mort. Ce ne sont plus des locomotives, ce sont déjà des fantômes. Image terrible. Pas une n'en réchappera. Toutes périrent sous la morsure des chalumeaux. Des 1340 airs, il ne restera qu'un tas de ferrailles. Bien peu échapperont au massacre. Et pourtant, une dizaine d'entre elles ont été sauvées par une poignée d'amoureux de l'air. L'une de ces miraculées, la voici à Clermont-Ferrand il y a quelques années. C'est la R420, sauvée de la destruction par une association. La R420, c'est tout à la fois une mémoire vivante et un symbole, puisqu'elle a été la dernière machine à vapeur en service à la SNCF. Et après plusieurs années de remise en état, elle reprend aujourd'hui du service, choyée, dorlotée, graissée, caressée par les mains de celui qui va la conduire. On retrouve ici les gestes qui firent les grandes heures de la traction à vapeur.
Le mécanicien est un passionné de vapeur, mais son véritable métier est commandant de bord de 747. Le Bernard Descamps, commandant de bord 747, le commandant de la 141R, les choses sont bien séparées. C'est bien séparé, oui, mais enfin on retrouve un peu les mêmes principes. Quelquefois, bon, on roule chemin de fer que dans l'aviation, c'est-à-dire certaines rigueurs dans le travail, un système parfaitement rodé ici pour la SNCF, nous à Air France. C'est un peu le même genre de climat de travail. Et bon, moi je trouve que c'est très bien. Là, c'est un peu plus fatigant de temps en temps pour nous. Là. Et s'il n'y avait pas eu les 747, vous auriez été cheminot. Hein. C'est possible, mais ça, bon, on ne peut pas le dire. Hein. Le destin des gens, c'est très difficile. C'est possible, oui. Alors vous faites ça quoi, les week-ends pendant les périodes de repos, vous jouez au train? Je joue au train, on ne peut pas dire qu'on joue tellement, parce que bon, c'est quand même juste. Ouais. Il faut que j'aille faire les quais de train. Hein, on en reparlera. Ce jour-là, l'AR devait assurer un train croisière, le Vincent Van Gogh, un périple de 3 jours entre Clermont, Arles, Miramas et Lyon. Ambiance vapeur garantie. Pour la montée en vitesse, il ne faut pas attaquer la 40. C'est mon beau-frère qui est là. Alors il est un peu sourd, ouais, d'accord. Ah oui, il faut une grande dextérité pour bien regarder les manomètres et puis bien doser le charbon et les jets de vapeur. Et le Bernard Descamps, là, c'est un autre homme, là. Hein. Ah oui, oui. Bernard, il fait partie du musée de la vapeur, lui aussi. Il est comme moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis retraité SNCF. Et j'étais mécanicien de route. Avant, enfin, je connais la machine, la 141R, depuis 63. Et celle-ci, je la conduis depuis 81. Je suis mécanicien à l'association. Et alors, le mécanicien devient le chauffeur du commandant de bord d'Air France. Voilà. Oui, mais là, dans l'équipe, je suis responsable de... Parce que, comme j'ai mieux de pratique qu'eux, je leur fais voir des fois s'ils font des bêtises, au point ou à la chauffe. Parce que moi, je le conduis et je chauffe en même temps. Je peux faire les deux. Bernard Descamps, c'est un bon. Ah oui, oui, très très bon. Oui, oui, c'est un bon mécanicien. Des fois, il plane un petit peu parce qu'il pense à son avion. Mais enfin, il va pas trop mal. Bon, c'est un peu la récompense parce que c'est pas mal de travail de préparation. Et la route, pour ma foi, c'est un peu la récompense de tout le travail qu'on fait, hein, c'est sûr. Finalement, est-ce que qu'est-ce que vous préférez, le 747 ou la 141R? Je peux pas dire parce que j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien mon métier, mon métier. On est en retard, hein? Oui, on est en retard. Mais à l'arrière aussi, bien sûr. Mais là, il y a des contraintes d'horaire. Oui. Là, ils contraintes d'horaire, oui. On commence à rouler au début, on roule doucement pour adapter la machine, et après on peut le tirer un peu plus fort. C'est difficile à conduire. Il y a pas mal de choses à faire en même temps, c'est un peu comme pour les avions en fait. Il faut surveiller beaucoup de choses en même temps et ça nécessite une habitude quand même. Attention au train croisé.
Allez, on va ranger ça. J'y suis. À chaque fois que vous faites 30 km, c'est l'inspection. Non, à chaque arrêt. Par principe, chaque fois qu'on peut s'arrêter, chaque fois qu'on s'arrête, on essaie de faire un tour de la machine. Quand il n'y a pas d'arrêt, bien sûr, on roule. Enfin, nous, dans nos marches, on essaie d'avoir le plus souvent possible sur le parcours des temps d'arrêt, certaines gares, au bout d'une heure par exemple, de quelques minutes qui nous permettent de faire le tour, de recompléter éventuellement les restages des bielles, etc. Parce que la machine ne sort pas très souvent. Ah, ça va être le départ peut-être. Est-ce que c'est un bon mécanicien, le commandant de la France? Oui, très bien. Il a été bien dressé et maintenant on arrive à faire quelque chose de... Les inspecteurs sont fiers de leur travail. Voilà. Fort heureusement, la R420 n'est pas la seule survivante des belles américaines. Près d'une dizaine de machines continuent encore à écrire les belles pages de l'histoire de notre patrimoine ferroviaire.
lendemain du dernier conflit mondial, les Nations Unies décidèrent de porter le coup de grâce à l'Allemagne et à ses alliés. Une tempête de fer et de feu s'abattit sur le monde. Du Pacifique à l'Atlantique, de l'océan Indien à la Manche, les débarquements des libérateurs se succédèrent. Mais la rançon de la libération coûta fort cher à la SNCF, et ses parcs de locomotives et de wagons étaient sérieusement touchés. Afin de combler plus rapidement le trou provoqué par la guerre dans notre matériel roulant, il fut décidé de commander aux États-Unis et au Canada locomotives, tenders et wagons. De décembre 1945 au 1er octobre 1947, 1323 groupes, locomotives et tenders, ont été débarqués dans les divers ports français. Ce matériel fut transporté dans des bateaux dont l'aménagement avait été spécialement conçu. Le 28 février 1947, à Cherbourg, le général Vanier, ambassadeur du Canada, accompagné de hautes personnalités du gouvernement, de messieurs Flouret, président du conseil d'administration de la SNCF, et Lemaire, directeur général, venait assister au débarquement des premières machines envoyées par son pays. Du type Mikado ou 141, ces locomotives conviennent au trafic mixte, train de marchandises de 1000 à 1500 tonnes ou train de voyageurs de 700 tonnes, et sont susceptibles de rouler à 100 km à l'heure avec leur puissance de 2500 chevaux en régime poussé. Le débarquement commence. Les spectateurs officiels, parmi lesquels M. Lemaire, M. Flouret et le général Vanier, regardent avec émotion cette masse de 106 tonnes suspendue dans le vide. À l'issue de ce débarquement, une cérémonie symbolique se déroule. La première locomotive 141R canadienne va faire ses premiers tours de roue sur la terre française. Dans le domaine des locomotives à vapeur, il y a eu deux époques. Il y a eu avant les 141R et il y a eu après les 141R. Petite explication. De par leur conception, les 141R étaient des machines simples et robustes. Simples, je vais vous en donner un petit aperçu. Simples parce que pour la première fois, on utilisait un châssis d'un seul bloc en acier moulé. Un châssis sur lequel étaient directement attachés les cylindres. Ensuite, on a utilisé, regardez ce petit détail, des roues d'un seul bloc en acier moulé. Enfin, autre détail dans la simplicité, regardez bien, cette machine utilisait pour la première fois une véritable centrale de graissage. Vous voyez, c'est l'équivalent de la pompe de graissage d'un moteur, c'est ici, entraîné, bien entendu, par un mécanisme de bielle, et de cette centrale partaient des tuyaux en cuivre qui permettaient de lubrifier tous les points de la machine. Conséquence, le mécanicien et le chauffeur n'avaient plus à passer 2 heures à préparer leur machine. Ils arrivaient donc juste une demi-heure avant, ajouter quelques petites gouttes d'huile par-ci par-là, resserrer quelques boulons et le tour était joué. Mais la deuxième révolution a été dans ce qu'on appelle la banalisation, c'est-à-dire que l'équipe de conduite n'était plus attitrée à la machine. Ils prenaient en charge leur machine une demi-heure avant, conduisaient leur machine au dépôt, faisaient les vérifications, partaient. Et un autre équipage prenait donc la relève. D'où, vous l'imaginez bien, une importante source d'économie pour l'utilisation de ces machines. Enfin, dernier point, les 141R ont marqué un tournant dans le domaine du confort pour les équipes de conduite. Suivez-moi. Et pour la première fois, vous allez le voir, tout a été pensé pour le confort
du mécanicien et du chauffeur. Alors, juste un petit détail. Vous voyez, on est entre tendeur et locomotive. Et regardez, à l'arrière, il y avait un rideau pour se protéger des courants d'air dans le dos de l'équipe de conduite. Ensuite, l'équipe de conduite, la grande révolution, ça a été, eh ben oui, on travaillait assis, le bras à la portière. Et tous les instruments sont regroupés pour travailler assis. Juste un tout petit détail. D'abord, là, vous avez ce qu'on appelle le changement de marche, l'inversion de marche et l'avance à l'admission de la vapeur. Vous voyez, c'est simplement, non plus un volant que l'on tourne, mais simplement une commande, parce qu'il y a un servomoteur à air comprimé qui évite l'effort au mécanicien. À portée de la main, il y a également, vous voyez, le régulateur, j'ouvre la vapeur, le sifflet. Là, j'ai le frein automatique, le H7. Là, j'ai le frein direct. Ça, ici, je pointe les signaux, la vigilance. Et puis, j'ai sous les yeux tous les cadrans nécessaires. Et ce qui est vrai pour le mécanicien, regardez, de l'autre côté, l'est également côté chauffeur, où tous les instruments sont à portée de la main et les cadrans à portée des yeux. Dernier point, la moitié de ces machines étaient équipées, et c'est le cas ici pour celle qui est exposée à la Cité des Trains à Mulhouse, pour la chauffe au fioul. Pourquoi le fioul? Eh bien parce que, à la fin de la guerre, il commençait à y avoir une pénurie de charbon de qualité pour la traction à vapeur, et donc on a converti directement des machines au fioul qui, lui, était moins cher. Mais là, ça a commencé à sentir la fin de la traction à vapeur. Des salles de musée, exposées à la curiosité des visiteurs, les modèles réduits de toute une génération de locomotives à vapeur reposent dans leur cage de verre. Toutes ces miniatures, petits chefs-d'œuvre de vérité, témoignent de plus d'un siècle de recherche et de calcul pour rendre toujours plus puissantes et plus souples nos locomotives à vapeur, devenues aujourd'hui de véritables pur-sang aux solides muscles d'acier, indispensables aux besoins des chemins de fer de notre époque. Augmenter la puissance tout en réalisant le maximum d'économies, tel fut le problème essentiel et le premier souci de nos ingénieurs. Nous allons jeter un coup d'œil rapide sur quelques échantillons de cette écurie métallique sortie des forges d'un moderne Vulcain. Cette 141P qui effectue ici ses essais est du type de la locomotive classique. Son poids en ordre de marche est de 112 tonnes. Timbrée à 20 hectopièces, sa chaudière, chauffée au charbon à l'aide d'un stocker, alimente son moteur compound à 4 cylindres qui communique par l'intermédiaire des bielles sa puissance aux 4 essieux moteurs munis de roues de 1,65 m de diamètre. Grâce à sa puissance à la jante de 3300 chevaux, la 141P a permis d'accroître considérablement les charges des trains et leur vitesse en rampe. Remorquant un train de 700 tonnes, elle a soutenu la vitesse de 100 km/h entre Lelaume et Blaisy-Bas, la plus difficile section avec sa rampe de 8 pour 1000 du parcours Paris-Dijon. Certaines de ces machines ont effectué des parcours mensuels atteignant 10 600 km. Afin de ménager la susceptibilité de ces dames locomotives à vapeur, nous vous présentons maintenant la 241P. Comme sa sœur cadette que nous venons de voir, sa chaudière est timbrée à 20 hectopièces. À surchauffe, alimentée par stocker et compound à 4 cylindres, elle atteint le poids respectable de 131 tonnes 400, ce qui ne n'empêche pas de jouer avec brio les lévriers du rail, car l'une d'elles remorquant, avant l'électrification de la ligne Paris-Dijon, un train de 604 tonnes, a développé entre La Roche et Dijon en rampe de 8 pour 1000 à la vitesse de 100 km/h, une puissance de 4200 chevaux indiquée, soit au crochet, environ 3300 chevaux ramenés en palier. « 232 U1 ».
Cette locomotive à l'allure imposante a été réalisée par modification de machines existantes qui ne donnaient pas entière satisfaction. L'aérodynamisme n'y a pas perdu ses droits et la technique la plus osée a imposé ses exigences. Tout a été particulièrement étudié sur cette machine afin de lui donner le maximum de rendement. Le graissage par técalémite assure la lubrification des organes moteurs. En cherchant à dimensionner largement le foyer qui repose sur 2 essieux porteurs arrière, alors que le type Pacifique antérieur n'est muni que d'un seul essieu, on a obtenu ainsi une grande robustesse générale en même temps qu'une économie appréciable de combustible. Cette locomotive de 4000 chevaux a la marge de puissance voulue pour le service des grandes lignes, tout en présentant une élégante silhouette. Cette 242 A1, qui a gardé son aspect racé et fier de locomotive à vapeur, a été obtenue comme la 232 U1 par transformation d'une 241-101 à simple expansion 3 cylindres de l'ex-réseau Ouest. Jusqu'à preuve du contraire, elle peut se vanter d'être la locomotive la plus puissante d'Europe. Développant 5400 chevaux, elle remorque 750 tonnes à 92 km/h en vitesse commerciale et atteint aisément le 120 en palier avec la même charge. Il est amusant de noter en passant que son poids, de 148 tonnes, dépasse de 144 tonnes celui de la célèbre fusée de Stephenson qui, en 1829, battit le record de l'époque à la vitesse effarante de 40 km à l'heure. Mais il y a plus de 120 ans de cela. Tiens, voilà grand-mère, toujours jeune et pimpante dans sa robe maintenant démodée. Elle profite des loisirs de sa retraite pour voyager. Et un tantinet orgueilleuse pour montrer aux générations qui ne l'ont pas connue qu'elle est l'une de celles qui furent à l'origine de nos modernes coursiers du rail. Nous ne pouvons lui en vouloir, c'est une respectable et honnête vieille dame. Et puis, il faut bien que vieillesse se passe. La locomotive a quelque chose de vivant. Nous sommes séduits par son allure majestueuse et l'élégance de ses formes, mais aussi par l'impression qu'elle nous donne de force disciplinée et de sécurité, celle d'un bon géant qui obéit à l'homme. Chaque locomotive a sa puissance. Elle a sa personnalité, son caractère, tout un ensemble de qualités qu'il est essentiel de connaître si l'on veut qu'elle remplisse comme un serviteur fidèle et sûr la tâche qui lui est assignée. Ces qualités, on les détermine par des essais. Essais au banc et essais en ligne. Commençons par les premiers. Essais au banc. Ici, tandis que la locomotive fonctionne, elle est solidement attachée. Ce n'est pas elle qui avance, mais c'est le sol qui se dérobe sous elle. Le banc de Vitry-sur-Seine est le plus moderne et le plus puissant du monde. C'est le seul qui soit utilisé d'une façon permanente. Les chemins de fer français qui l'ont construit y mettent à l'épreuve tout leur type de locomotive.
Voyons comment est fait le banc et le principe des essais. Le banc comporte 8 paires de roues à essieux parallèles. On les appelle des rouleaux. Ils sont destinés à supporter les roues de la locomotive à étudier. Voici un de ces rouleaux. Plaçons-nous de profil, nous voyons mieux ainsi comment la locomotive viendra s'appuyer sur les rouleaux. La locomotive sur le banc sera solidement attachée. On la fixera à une barre d'attelage au moyen d'une cheville. Suivons la barre d'attelage. Nous aboutissons à un appareil dont elle fait partie et sur lequel s'exercera l'effort de traction de la machine à l'essai. C'est le dynamomètre. Il mesurera cet effort. Il est puissamment ancré dans de massives fondations pour supporter l'énorme traction à laquelle il sera soumis. Voici le dynamomètre dans sa cabine. Il est relié à des appareils chargés d'enregistrer ces indications et qu'on aperçoit dans la cabine supérieure. C'est la cabine d'enregistrement dont nous reparlerons tout à l'heure. Revenons au rouleau. Les roues de la locomotive, en tournant, entraîneront les rouleaux. Mais comme ceux-ci n'offrent qu'une faible résistance, il faudra les freiner pour régler la vitesse, sinon les roues, évidemment, s'emballeraient. Le freinage s'obtient en accouplant à des freins hydrauliques les rouleaux correspondant aux essieux moteurs de la locomotive. Nous voyons ici un de ces freins accouplés au rouleau. Le banc de Vitry comprend 3 freins sur chacun de ses côtés, ce qui permet d'y essayer des locomotives ayant jusqu'à 6 essieux moteurs. Voyons maintenant comment on procède à un essai. On commence par préparer le banc. Par des commandes mécaniques d'une grande précision, on déplace les rouleaux et les freins accouplés pour les mettre exactement à l'aplomb des roues de la machine à étudier. Le déplacement se fait sur des crémaillères rigoureusement parallèles et s'appuyant sur de profondes fondations. Le banc étant ainsi préparé, la locomotive arrive en reculant sans son tender. Nous allons voir comment elle va venir se placer sur les rouleaux. Ces roues quittent les rails et s'engagent par leur boudin seulement dans les ornières d'une plateforme qui maintiendra la machine au-dessus des rouleaux. La locomotive roule sur la plateforme. Ces roues passent sans les toucher au-dessus des rouleaux. Après que la machine a été attelée à la barre du dynamomètre, la plateforme s'abaisse, puis s'efface, laissant les roues se poser sur les rouleaux. Ce mouvement de descente dure plus de 5 minutes. Nous allons le voir très accéléré. Une grande précision est nécessaire.
Avec un appareil spécial, on vérifie à moins de 1 mm près que les centres des roues et des rouleaux sont sur la même verticale. Ensuite, les essais commencent. Notons d'abord que pendant ces essais, le charbon sera pris dans un coffre reposant sur une bascule. Il sera exactement pesé. De même, l'eau alimentant la chaudière sera fournie par des réservoirs jaugés remplaçant le temps d'air. Arrivons aux essais. Le mécanicien agit sur son régulateur comme si sa machine était en ligne. Les roues se mettent en mouvement. Mais la locomotive attachée ne peut pas avancer. Tout son effort s'exerce sur le dynamomètre tandis qu'elle fait tourner les rouleaux. D'autre part, un opérateur commande les freins pour régler la vitesse. On pourra ainsi répéter les essais à différentes vitesses jusqu'à, par exemple, 140 km à l'heure. Voyons en passant comment fonctionnent ces freins hydrauliques. Examinons dans une coupe ce qui s'y passe. L'eau contenue dans le frein tourbillonne dans les alvéoles et ces mouvements absorbent de la puissance dans une proportion qu'on peut régler. Plus on admet d'eau dans le frein, plus on absorbe de puissance et plus la vitesse diminue. Moins on admet d'eau, moins la résistance est grande et plus la vitesse augmente. La vitesse est mesurée au moyen d'un compte-tour adapté à l'une des roues motrices. Les indications fournies par le dynamomètre et par l'indicateur de vitesse sont transmises à la cabine d'enregistrement. Sur une table s'inscrivent l'effort de traction et la vitesse, ainsi que le travail et la puissance qui sont déduits par le calcul. Ce calcul est fait automatiquement par un mécanisme d'une grande ingéniosité et d'une admirable précision. À ces données essentielles qui caractérisent la machine s'ajoutent d'autres renseignements utiles. Ils sont fournis sur un tableau où s'enregistrent les températures et les pressions transmises par des appareils qui auscultent les organes de la locomotive. Les essais terminés, la locomotive dételée quitte le banc. Ces essais font connaître les qualités de la machine. Mais la locomotive sur le banc n'est pas dans son élément. Quand elle roulera sur des rails et qu'interviendront la résistance de l'air, les chaos de la voie et les intempéries, que deviendront ces qualités? C'est ce qu'il faut étudier par des essais en ligne. Essais en ligne sur un train donné. La locomotive remorque dans des conditions normales un train commercial qui comprend une voiture dynamomètre. Les essais sont conduits comme les précédents, avec cette différence qu'ici la vitesse est variable. Voici le train qui s'en va, remorqué par la locomotive à l'étude. Derrière elle, nous voyons la voiture dynamomètre où s'inscriront les résultats au cours d'un voyage normal. On répétera les essais avec des trains légers ou lourds, rapides ou à vitesse moyenne, en ligne accidentée ou en plaine. Ici, par exemple, c'est un train rapide, circulant entre Dijon et Paris, que remorque la locomotive en cours d'essai, une 240P, modèle couramment employé pour les rapides de la région sud-est. La table dynamomètre enregistre les diagrammes. Ceux que nous voyons s'inscrire concernent la vitesse et l'effort de traction. Pendant que ces courbes se tracent, citons quelques résultats.
Au cours de ce voyage, la machine a atteint une vitesse de 100 km à l'heure et développé une puissance allant jusqu'à 3500 chevaux. Elle est loin d'avoir donné son maximum puisqu'elle peut remorquer à 140 km à l'heure un train de 650 tonnes. Les 4400 chevaux qu'elle fournit dans ces conditions équivalent à la puissance de 110 automobiles de type moyen. Elle consomme alors, en 1 heure, 25 tonnes d'eau et 4500 kg de charbon, soit 10 pelletés à la minute. Cadence dure à soutenir. Aussi, pour faciliter le travail du chauffeur, les machines 240P sont-elles pourvues d'un chargeur mécanique. Au cours de sa longue carrière, des milliers d'existences humaines lui sont confiées. Toujours obéissante à la vigilante équipe du mécanicien et du chauffeur qui la conduit, elle remplira son rôle sans défaillance, celui d'assurer la régularité et la sécurité des transports. Et lorsqu'un jour elle vous aura amené au terme d'un long voyage, ne serez-vous pas tenté de la remercier d'un salut amical ?